curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Karine Ravier-Vrobel me reçoit dans son cabinet du 17e arrondissement de Paris. Elle est naturopathe et gestalt psychothérapeute. Elle va nous parler de son métier, de la santé et de la maladie, ainsi que du rôle important que jouent les émotions sur notre santé. Il existe un lien étroit entre la santé physique et psychique. Bonjour Karine. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la naturopathie ? Alors la naturopathie, c'est une médecine naturelle qui s'occupe de permettre aux gens de retrouver la santé ou de continuer à l'avoir le plus longtemps possible avec des moyens naturels. Donc la base, on va dire que c'est l'alimentation, le fait d'avoir une alimentation équilibrée et en accord avec sa façon propre de digérer, la façon propre de digérer de chacun. Et ensuite, on va utiliser éventuellement des plantes, des minéraux, des compléments alimentaires qui vont mélanger ces plantes, ces minéraux, de manière à aider les organes à travailler correctement, à se détoxifier si besoin, ou à se relancer, etc., etc. On va utiliser également des moyens de gestion du stress naturels, la respiration, la méditation, des choses comme ça. Enfin, tout ce qui, sans utiliser aucune chimie, peut permettre d'aller bien, physiquement et moralement. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir naturopathe ? Alors, cette envie est née à la naissance de ma fille. Tout d'un coup, l'idée de manger n'importe quoi n'était plus d'actualité. Il fallait absolument, j'avais envie de mieux me nourrir pour elle et surtout d'apprendre à concocter des plats qui seraient bons pour elle quand la diversification commencerait. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, je lisais des tas de choses un peu partout, j'ai fréquenté les magasins bio assidûment. Voilà, et puis j'ai cherché aussi, j'ai trouvé qu'elle digérait assez mal le lait de vache. Et donc j'ai cherché très tôt des alternatifs. Et donc voilà, à force de lire des livres, de suivre des conférences, je me suis intéressée à la naturopathie. Et puis petit à petit, l'idée d'en faire mon métier a cheminé et s'est affirmée. Alors comment définiriez-vous la santé aujourd'hui ? Alors la santé, pour moi, c'est un bien-être physique, émotionnel et moral. C'est vraiment l'idée de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe jamais rien qui puisse être... pour moi, être en santé, ça peut dire c'est le fait d'avoir un rhume ne remet pas en cause la santé. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver et qui ne sont pas... Voilà, de même qu'on peut avoir une baisse de morale ou un peu de tristesse parce qu'il y a eu des événements, tout ça fait partie de quelque chose de naturel. Après, l'idée, c'est que le bien-être soit persistant et que les moments où on est moins bien soient passagers et ne s'installent pas. Donc c'est à la fois physique et psychologique. C'est absolument physique et psychologique. On ne peut pas du tout dénouer l'un de l'autre puisque les gens qui souffrent moralement ne sont pas dans un état de bien-être, pour moi. Et qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir à une autre forme de santé ? Beaucoup de choses. Alors, si je peux peut-être pour le coup parler de mon cas personnel, j'ai pour moi-même cherché des réponses puisque je souffrais d'urticaire géant toute mon adolescence et puis j'ai ensuite souffert beaucoup de colopathie. Je souffrais de colopathie fonctionnelle comme de nombreux patients que je reçois. Et la médecine traditionnelle ne m'a jamais apporté une réponse durable. C'est-à-dire qu'on me donnait des médicaments, sur le coup ça allait un petit peu mieux, mais le problème revenait et je sentais bien dans mon corps que la solution n'était pas trouvée. On mettait un petit cataplasme, entre guillemets, ça allait un peu mieux, mais
ponctuellement et vraiment que ponctuellement. Donc moi, j'ai aussi cherché des médecines de fond qui traitent le fond du problème et non pas juste d'arrêter le spasme ou d'arrêter la crise, mais de voir comment on pouvait restaurer quelque chose à l'intérieur, plus au fond, qui amène une solution durable, pérenne. Donc c'est ça déjà qui m'a fait me tourner vers d'autres disciplines que la médecine occidentale traditionnelle, même si elle apporte bien entendu des choses très intéressantes. C'est complémentaire. C'est complètement complémentaire, ouais, vraiment. Et comment définiriez-vous la maladie ? La maladie, c'est quand le bien-être est rompu, physiquement, moralement. Je vais catégoriser un peu les maladies, parce qu'on dit qu'on est malade quand on a, comme je prenais tout à l'heure l'exemple d'un rhume ou d'une grippe. La grippe, c'est déjà un peu plus sérieux, mais ça, c'est une maladie aiguë et en général peu durable. Donc, elle fait partie des choses auxquelles chaque personne est amenée à avoir à faire face dans une vie normale, sans que ça soit un vrai préjudice de santé. Voilà, à un moment donné, on est malade. Bon, on a quelque chose qui ne va pas très bien, mais qui ne dure pas, qui ne s'installe pas, et on retrouve la santé et le bien-être rapidement. Après, il y a les maladies chroniques, c'est-à-dire les choses qui s'installent, qui ne sont pas forcément graves, dans le sens où elles ne mettent pas votre vie en péril, mais par contre, elles vont créer des désagréments, des douleurs, des choses qui durent dans le temps. Donc ça, c'est déjà un peu plus préjudiciable au bien-être, parce que ça peut vraiment impacter souvent, durablement, la vie de quelqu'un. Et puis, donc ça, c'est le deuxième stade. Et puis, le troisième stade, ce serait la maladie qui met en péril quelque chose de vital, un organe ou la vie de la personne. Donc là, c'est le troisième niveau de la maladie. Et donc, voilà, pour moi, on ne peut pas mettre... c'est pas trois choses absolument équivalentes. Mm-hmm. On appelle ça maladie à chaque fois, mais c'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas du tout le même impact. C'est l'évolution, en fait. On parle de mots aigus, puis de mots chroniques. Oui. Et après, on bascule dans les maladies vitales. Absolument. Mm-hmm. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il est possible d'agir en amont des maladies, justement ? Alors, oui, bien sûr, il y a plein de moyens. Bon, ça, les études le prouvent sur le fait que l'alimentation... saine, avec peu de sucre, des graisses saines et pas des graisses frites ou des... Bon, on sait que tout ça participe à la bonne santé des organes. Donc le fait d'avoir une alimentation équilibrée, c'est certain, va aider à ne pas tomber malade. Maintenant, on sait quand même qu'il y a des gens qui mangent bien, qui ne fument pas, évidemment la cigarette étant un facteur de maladie évident, qui n'abusent pas d'alcool, qui font du sport et qui pour autant parfois tombent malades. Donc il y a quand même un certain mystère. Alors parfois on peut trouver des causes émotionnelles, psychologiques, des choses qui n'ont pas été résolues et qui vont impacter la santé. Et puis il y a quand même des endroits où il reste des mystères, sur des mystères ou des inégalités face à la bonne santé. Globalement, quand même, ma réponse est oui, bien sûr, on peut faire plein de choses en amont pour pas être malade, ou en tout cas pour pas... pour croiser un virus, mais s'en remettre et globalement avoir une bonne immunité de fond, un bon fonctionnement qui va faire qu'on ne va pas rentrer dans justement des maladies graves. On ne favorise pas, on n'a pas un terrain... on fait en sorte que le terrain soit sain et que du coup, ça ne soit pas favorable à l'installation d'une maladie durable. Et du coup, est-ce que les gens viennent plutôt vous voir en prévention ou pour soigner des troubles déjà existants ? La plupart des gens viennent me voir avec déjà des troubles. Mmh. Quelquefois, des gens viennent en amont, mais finalement pas très souvent. La plupart du temps, les gens viennent avec des pathologies. Il y a, on va dire, deux types. Il y a les gens qui ont justement vu plein de médecins, essayé plein de choses chimiques, plein de médicaments, et qui n'ont pas vu leurs problèmes vraiment résolus. Donc, eux essayent un autre type de thérapie. Donc, voilà, ça fait partie, on va dire, de l'essentiel de ma clientèle. Et puis, on a aussi des personnes qui viennent parce qu'ils ont une maladie plus grave et qui sont suivis tout à fait légitimement par la médecine traditionnelle, où ils suivent des traitements qui peuvent être des traitements lourds. Et eux, ils ont besoin d'un accompagnement
pour garder de l'énergie, pour garder la forme, pour ne pas être trop malade, pour quelqu'un qui prendrait une chimiothérapie par exemple, pour ne pas être trop affecté au niveau digestif, voilà, bon, ce genre de choses. Donc là, c'est plus un accompagnement en parallèle d'un traitement de la médecine traditionnelle. Pour gérer les effets secondaires. Pour gérer les effets secondaires et garder la forme, parce que souvent c'est des pathologies qui entraînent et des traitements qui entraînent des fatigues importantes. Donc c'est là aussi qu'on peut les aider pour gérer cette fatigue, cette énergie et le moral aussi. Bien sûr. À quel moment donc il est conseillé de rencontrer un naturopathe ? À tout moment. À tout moment, parce que j'ai des gens qui viennent me voir pour leur bébé, pour leurs enfants en bas âge. Disons que il y a les gens qui sont vraiment intéressés par le domaine et qui viennent justement en amont sans être malades, mais qui disent tiens, moi j'ai envie de manger mieux, mais je ne sais pas trop comment faire. J'entends tout et son contraire sur Internet ou dans les médias, ce qui est vrai, on entend plein de choses contradictoires. Donc là, ils veulent faire le point et le naturopathe peut les aider à s'adapter vraiment à leur cas à eux. Même s'il y a une bonne alimentation globale, il y a quand même des spécificités selon la façon dont on fonctionne soi-même. Donc ça peut être intéressant en amont. Voilà. Après, il y a ceux qui se rendent compte de ce besoin après avoir passé de sales quarts d'heure avec des choses un peu compliquées au niveau de leur santé qu'ils n'arrivaient pas à résoudre et où ils cherchent de nouveaux moyens. Donc, enfin, en tout cas, le naturopathe peut les accueillir finalement à tout moment. Oui, parce que ce qui est très important finalement, c'est l'individualisation que propose la naturopathie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle finalement. Tout à fait, il n'y a pas une recette générale. On est bien d'accord que chacun a son tempérament. On voit bien qu'on a chacun un caractère, une personnalité. Donc c'est vrai pour notre façon de fonctionner dans notre environnement au niveau des échanges, etc. Mais c'est également vrai pour notre corps. Tous les corps ne fonctionnent pas de la même façon. Bien sûr, on digère tous, mais on ne digère pas tous de la même façon. On sait très bien qu'il y a des gens qui peuvent manger n'importe quoi, qui digèrent super bien, qui se sentent tout de suite bien et légers. D'autres, ils vont faire le plus petit excès. Et ils vont tout de suite se sentir ballonnés, se sentir mal, avoir des nausées, bon bref. Donc on voit bien déjà, de par le simple fait de digérer, qu'on n'est déjà pas à égalité. Donc quand on commence par là, on voit bien qu'on ne peut pas faire manger exactement la même chose à quelqu'un qui peut manger des cailloux sans problème et à quelqu'un qu'un demi-petit pois va mettre en vrac. Et il y a tous les cas de figure en fait. Donc oui, bien sûr, il faut proposer à chacun une alimentation qui lui corresponde. Donc même s'il y a des grandes règles générales, pour autant, il y a des choses qui ne vont pas convenir à certains et il faut absolument en tenir compte. C'est là notamment, je prends l'exemple de la digestion, mais il y a plein d'autres où ça fonctionne, qui fait que la solution est individuelle. De la même façon, quand on a une pathologie, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui souffrirait d'acné. On n'a pas de l'acné pour la même raison. Selon les âges, on peut avoir déjà de l'acné à des âges divers. Et puis, la source du problème n'est pas forcément la même. Il y a des gens pour lesquels ça va être un dérèglement hormonal, d'autres ça va être un problème plutôt lié au digestif, à des candidats albicans, bref. Donc, il faut vraiment, de la même façon, essayer de comprendre quelle est la racine du mal, la racine du problème. C'est vraiment le travail du naturopathe, c'est d'aller non pas soigner le bouton d'acné, mais essayer de comprendre pourquoi ce bouton est apparu et trouver la cause de cette problématique. Et donc, cette cause, elle peut différer selon les personnes. Donc, bien sûr, il n'y a pas un traitement d'acné en naturopathie pour tout le monde. C'est un traitement qui va forcément être individuel en fonction de, ce bouton, qu'est-ce qui fait qu'il est apparu. Donc du coup, pour aller chercher le problème à la source, il faut quand même connaître son patient. Comment se déroule une séance de naturopathie ? Alors, la première séance, elle dure au minimum 1h30. Et effectivement, la première chose qu'on fait, c'est un bilan global. Donc, quelqu'un qui vient me voir, tout un panel de questions va lui être posé et qui ne s'arrête pas à juste la problématique dont il vient parler ou qui le préoccupe. Donc, de la même façon, si je reprends mon exemple de l'acné, quelqu'un qui vient pour
pour ce sujet, je vais quand même l'interroger sur sa digestion, et on va aller relativement en détail sur sa façon de digérer, ses sources de stress, la qualité de son sommeil. On va faire un bilan gynécologique si c'est une femme. On va se poser des questions sur comment, au niveau circulatoire, les choses fonctionnent, au niveau cardiovasculaire. On va regarder tout ce qui est aussi les articulations, tous les problèmes ostéo-articulaires qui pourraient se poser. Et on voit bien entendu ce que mange la personne. Donc c'est vraiment un bilan global pour essayer de comprendre comment fonctionne cette personne, comment son corps fonctionne, comment émotionnellement elle fonctionne. Dans les grandes lignes, on ne va pas avoir le temps d'aller très très loin, mais enfin, au moins d'avoir déjà une image et en fonction de ça, trouver ce qui est le plus adapté à cette personne. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises en termes de santé ? Est-ce que vous pouvez, il y a un petit panel qui revient fréquemment. Alors, les erreurs les plus fréquentes, je vais en citer une parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel les naturopathes attirent l'attention. C'est notamment l'excès de laitage. Alors, je dis pas ça, ce dont je parle ne concerne pas tout le monde. Il y a plein de gens qui peuvent manger des laitages et grand bien leur face. Mais par contre, il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles c'est pas recommandé et ces personnes-là ne savent pas forcément que c'est préjudiciable à leur santé. La médecine traditionnelle encourage les gens à manger 3 laitages par jour. Je crois que c'est ce que dit la publicité. Or, il y a quand même un certain nombre de pathologies où c'est vivement déconseillé. Et où, quand on leur donne le conseil d'arrêter les laitages, au moins momentanément, au moins quelques semaines ou quelques mois, il y a un véritable changement et un véritable bienfait qui s'installe pour ces personnes. Donc voilà, ça c'est une erreur. On va dire c'est une erreur dans le sens, c'est pas une erreur globale, mais disons que pour certaines personnes et pour certaines pathologies, oui, c'est une vraie erreur. Mais là, on est vraiment conditionné par la publicité. Certains médias, pas tous, parce qu'on commence quand même à remettre un petit peu en question cette idée de manger des produits laitiers à chaque repas. Mais pendant longtemps, ça a été le leitmotiv. Bon, et puis on le voit encore, il y a encore des pubs télé là-dessus. Donc voilà. Donc je ne dis pas qu'il faut supprimer les produits laitiers, mais je dis que pour certaines pathologies, c'est vraiment, vraiment déconseillé. La place que vous accordez à l'alimentation en naturopathie, c'est essentiel. Oui. C'est vraiment la base. C'est vraiment, y a pas, dans ma consultation, ça fait vraiment partie des choses dont on parle forcément. C'est un incontournable. On fait vraiment le bilan de ce que la personne mange le matin, le midi, le soir, ce qu'elle boit. Et puis, on essaye d'apporter des changements si nécessaire. Ce n'est pas forcément le cas, mais si nécessaire, d'apporter des changements, de rééquilibrer, parfois d'enlever certains aliments, parfois d'en rajouter d'autres. Il y a aussi une erreur qui est assez commune. Les gens mangent souvent assez peu de protéines et souvent pas assez. Et ça aussi, dans les régimes, il y a plein de gens qui suppriment les protéines, qui mangent plus de viande. Alors, je ne suis pas du tout une aficionado de la viande rouge, loin de là. Mais par contre, il faut conserver l'apport des 8 acides aminés essentiels que le corps ne sait pas fabriquer. Et les 8 acides aminés qu'on ne fabrique pas, on les trouve dans la viande, dans les volailles, dans les poissons, bien sûr, et dans les produits laitiers. Donc, de nombreuses personnes arrêtent de manger de la viande et se ruent sur les produits laitiers. Mais ce n'est pas forcément une très bonne idée pour leur santé. Donc voilà, alors il faut trouver un moyen aussi de conserver assez de nutriments et notamment ces 8 acides aminés. Donc il y a aussi des protéines végétales qui permettent de le faire en associant des céréales, des légumineuses ou des oléagineux. Mais bon voilà, c'est quelque chose que les gens connaissent moins. Ça c'est vraiment moins connu, ce qui permet notamment aux végétariens d'avoir ces acides aminés nécessaires sans forcément passer par un produit animal. Mais il faut savoir équilibrer son assiette. Et voilà, là aussi, ça fait partie des choses qu'on peut regarder lors d'une consultation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sucre ? Parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. On en trouve partout, à haute dose. Oui, le sucre, c'est un vrai problème, en effet. On en trouve partout, enfin tout particulièrement dans les produits tout faits, enfin dans les plats cuisinés, dans les plats déjà cuisinés. Oui, c'est un vrai problème. Alors, je parle des plats cuisinés, bien entendu, les céréales standards du supermarché, enfin tous les gâteaux, tous les chocolats qu'on trouve industriels sont bourrés de sucre.
Même dans les plats salés, finalement. On trouve Même du dans les sucre. plats salés, voilà. Bon, il y a des très bons documentaires qui ont été faits sur cette question, Sugarland notamment récemment. Donc oui, le sucre est un vrai problème. C'est vrai que c'est un aliment dont il faut s'habituer à en consommer moins. Il faut vraiment réduire la portion de sucre, essayer de moins sucrer déjà les boissons comme le thé, le café. Et puis évidemment éviter les sodas, ça c'est la base. Mais en effet, après, plus on va se nourrir de manière industrielle et plus on va être confronté à ce sucre sans même avoir effectivement un goût sucré en bouche. Ce qui du coup fait que le cerveau n'a pas conscience qu'il a mangé du sucre. Et du coup, il peut réclamer, après un repas qui en contenait pas mal, il peut quand même réclamer un goût sucré. Et on va avoir envie encore d'ajouter du sucre, alors qu'il y a déjà eu une dose suffisante dans l'alimentation. Mais c'est un cercle vicieux, le sucre amène le sucre. Et le sucre amène le sucre, donc là, il y a aussi toute la problématique des sucres rapides par rapport au sucre lent. De manger un aliment très sucré amène 2 heures plus tard à avoir de nouveau envie d'un aliment sucré. Toute cette problématique de l'hypoglycémie qui peut s'installer, qui s'installe chez plein de personnes, puisqu'on voit qu'il y a quand même plein de problèmes de diabète et de prédiabète de plus en plus. Donc là, on sait que le sucre est vraiment une problématique importante. On parle de l'index glycémique aujourd'hui beaucoup. Voilà, l'index glycémique, c'est vraiment plus on mange des aliments avec des index glycémiques élevés, et plus on aura envie de consommer un produit sucré. 2 heures plus tard, il y a des pics de glycémie. Quand on a passé le pic de glycémie, on tombe, grâce à l'insuline, à un creux de glycémie. Donc là, on passe en hypoglycémie. En général, c'est un moment où on ne se sent pas bien, on a un léger malaise pour certains. Certains peuvent se sentir un peu mal. L'hypoglycémie, ça prend plein de formes. Il y a des gens qui vont se sentir un peu mal. Il y a des gens sur lesquels ça va altérer l'humeur. Tout d'un coup, ils sont grognons, ils sont irritables. Voilà, ça c'est assez typique. Les grands hypoglycémiques sont les fumeurs aussi. C'est en général le moment où ils ont envie d'aller fumer leur cigarette. C'est le moment de l'hypoglycémie. Donc il y a plein de moments où on a un léger malaise, et le réflexe, c'est quoi ? C'est de prendre du sucre. Prendre du sucre sous quelque forme que ce soit. C'est le fameux coup de barre de 10 heures quand on a déjeuné trop sucré et qui appelle le sucre. C'est ça, le sucre appelle le sucre. En tout cas, les aliments à index glycémique élevé. Alors qu'un index glycémique bas permettra de tenir longtemps jusqu'au repas suivant sans avoir besoin de grignoter et donc d'une manière saine. Voilà. Donc le sucre, à la fois, ça fait partie de la vie. Donc il ne faut pas non plus diaboliser le fait d'avoir du sucre dans l'alimentation. Quand on mange du riz, quand on mange des pâtes, on mange du sucre. Quand on mange du pain, on mange du sucre, mais sous une forme d'index glycémique moyen à bas. Quand on boit de l'alcool, on prend du sucre, et on en prend même beaucoup. Et puis après, il y a évidemment les sodas, les gâteaux. Là, on est dans le sucre pur, mais il y a plein de sucre caché. Il y a plein aussi de sucres cachés. Et dans les sucres cachés, il y a des choses qui sont tout à fait nécessaires. Donc, le fait de manger du riz, ça n'a jamais été un problème. Alors justement, dans les choses nécessaires, parce que même si l'alimentation doit être individualisée, je pense qu'il y a malgré tout un tronc commun. Du coup, est-ce qu'on peut parler d'une assiette type idéale, ou des bases qu'il faudra en tout cas avoir dans son assiette ? Le régime crétois reste quand même une bonne base. C'est vraiment une bonne base d'alimentation. C'est une assiette à base de légumes, avec une part de crudité, une part de légumes cuits, et ça, c'est la majorité de l'assiette. Il y a beaucoup d'huile d'olive, et on sait que l'huile d'olive, mais aussi d'autres huiles, sont vraiment très, très importantes à la santé. Les corps gras, toutes nos cellules sont entourées d'acides gras, donc les acides gras essentiels sont absolument souverains pour la santé, donc il ne faut vraiment pas les mettre de côté. Ils aident aussi au fonctionnement du cerveau. Donc voilà, dans le régime crétois, il y a ça. Il y a des protéines plutôt sous forme de poisson, mais pas que. Il y a aussi un peu de volaille, il y a aussi un peu de fromage de brebis, des choses comme ça, donc qui sont aussi intéressantes pour amener donc des nutriments de type protéines. Des fruits, voilà, donc c'est... Le régime crétois, pour faire simple, est un des régimes qui est tout à fait intéressant à la santé et qui convient globalement à tout le monde. Après, il peut y avoir des ajustements pour un intestin très irrité. On va manger peut-être un petit peu moins de crudité pendant une période, le temps que ça se remette en place, mais on peut revenir assez rapidement à cette base-là.
Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi un régime hypotoxique. C'est donc qui ne contient pas d'aliments frits, qui ne contient pas justement d'aliments trop sucrés, de soda, de plats industriels, où on n'abuse pas du tout de viande rouge, bien au contraire. Quand on parle d'huile, c'est vraiment des huiles vierges qui n'ont pas été cuites. Des huiles vierges, première pression à froid, qu'on utilise crues majoritairement, ou quand on les cuit, c'est en faisant attention, on privilégie les cuissons douces, les cuissons vapeur. C'est cette idée-là. Donc, effectivement, les corps gras aussi sont à utiliser d'une manière saine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les maltraiter par des cuissons trop fortes. Pensez-vous qu'il soit possible de redevenir acteur de sa santé ? J'espère bien. Oui, j'espère bien. Ça, je pense vraiment que c'est un engagement qu'on peut se donner à soi-même, de prendre en main sa santé. De même qu'on se dit qu'on se met au sport, voilà, ou qu'on décide d'aller prendre des cours de danse ou de faire quelque chose qui fait plaisir. On peut se dire, moi, je serai aussi acteur de ma santé en me nourrissant bien, en ayant des habitudes saines. Donc, oui, et puis c'est aussi important de se dire qu'on ne confie pas sa santé à quelqu'un. La santé ne dépend pas de notre médecin. C'est avant tout nos propres choix qui vont l'orienter d'une manière favorable. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'accident, mais quand même globalement de l'orienter par les choix que l'on fait d'une manière favorable. Après, de temps en temps, on peut avoir besoin de l'aide d'un thérapeute ou d'un médecin. Mais oui, vraiment, le fait de prendre sa santé en main, c'est vraiment fondamental. Et même, je dirais, quand on est malade, le fait de se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire, moi, tout seul, devant mon assiette, devant mes habitudes de vie, pour aider la médecine qui est en train d'essayer de me soigner. Et je pense qu'on peut vraiment être acteur à plein d'endroits, oui. Comment on procède si on veut faire un rééquilibrage alimentaire, par exemple ? On procède par étapes, on change le contenu de ses placards ? Déjà, il faut prendre conscience. Il faut commencer par prendre conscience qu'il y a un problème ou qu'il y a un déséquilibre. Après la prise de conscience, il y a OK, est-ce que je veux changer ? Et puis après, je dirais, c'est plus est-ce qu'on a beaucoup ou pas beaucoup à changer ? Quand on part d'une alimentation déjà plutôt bonne et qu'il n'y a que quelques trucs à transformer, ça peut être relativement simple et voilà, on a besoin de faire quelques ajustements. Si on est fan de junk food, ça va être plus dur et du coup plus long. Moi, les gens qui arrivent et qui ont vraiment une façon de manger qui est absolument déséquilibrée, qui ont des habitudes de vie qui sont vraiment pas bonnes, je leur dis pas vous videz vos placards et vous mettez des tas de trucs bio que vous connaissez pas et que vous avez jamais vu avant dedans, parce que ça va être trop compliqué pour la personne. Je pense que là, il faut procéder par étapes. Commencer vraiment à diviser les rations de junk food, pas forcément tout enlever d'un coup, mais voilà, petit à petit transformer. L'alimentation, c'est un domaine complexe parce qu'on en hérite de nos parents, de nos mères souvent, de nos grands-mères, comment on mangeait dans la famille, avec qui, quels sont les plats qu'on avait l'habitude de manger. Et déjà, on a un goût qui s'est fait à ce moment-là. Et ce goût est lié aussi au niveau affectif. Est-ce qu'on a été bien nourri par une maman aimante et dans ce cas, on aura envie de reproduire les mêmes choses ? Est-ce qu'on a au contraire été élevé dans une atmosphère qui était tendue, conflictuelle, avec des repas pas très sympas autour de la table voilà. Donc en fait, l'alimentation est très liée à l'affectif. Donc je prends des précautions, moi, quand je propose de changer d'alimentation, parce que c'est pas juste changer le contenu de l'assiette ou les placards, c'est aussi changer la façon dont on aborde la façon de manger l'aliment, qu'est-ce qu'on met dans son corps. Enfin, finalement, ça a fait appel à plein de concepts, y compris émotionnels. Ouais. Je pense voilà. Donc c'est ça qui fait que c'est pas si facile d'en changer. Et quand je dis à une personne par rapport à sa pathologie, il faut qu'elle change vraiment d'alimentation et notamment parfois éliminer un aliment qui lui est préjudiciable. Je sais que ça va être difficile et je lui dis, je sais que ça va être difficile pour vous. Et pourtant, je pense que c'est la solution que de l'enlever. Mais je sais que ça va pas être facile. Mmh. Donc c'est là où on voit que la partie psychique est très importante. Oui, vraiment.
Enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'alimentation, moi, je suis vraiment convaincue que ça a un lien fort avec l'émotionnel et que, oui. Alors après, voilà, si c'est juste anecdotique, si le changement n'est presque rien, ça ne va pas toucher ce niveau-là. Mais s'il faut changer vraiment profondément les habitudes alimentaires, oui, ça va toucher la sphère émotionnelle, c'est sûr. Donc, du coup, vous êtes Gestalt psychothérapeute. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Gestalt, c'est une psychothérapie. Alors déjà, c'est la deuxième technique de thérapie utilisée dans le monde après la psychanalyse. Alors en France, bon, elle est de plus en plus développée, hein, mais on ne sait pas forcément qu'en fait elle est si répandue. Alors la Gestalt, justement, c'est un peu construite sur certains points d'opposition avec la psychanalyse. Hein. La psychanalyse, c'était plutôt... on est allongé, on ne voit pas forcément son thérapeute et le thérapeute intervient très peu, hein, parle peu. Donc on chemine un peu seul. Parfois il y a un mot du thérapeute, mais enfin bon, c'est pas... On va dire que Pearls, l'inventeur celui qui a créé la Gestalt, c'est un peu opposé sur certains points à la psychanalyse, qu'il avait largement étudié, hein, et lui-même connaissait très bien. Et puis il s'est appuyé néanmoins sur des concepts de la psychanalyse. Donc ce n'était pas un rejet total, mais c'était des choses sur lesquelles il n'était pas d'accord. Notamment le fait de beaucoup s'intéresser à l'enfance, de rester très longtemps sur l'enfance en psychanalyse. L'idée de Pearl, c'était plutôt de s'occuper de la personne ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passait ici dans sa vie, hein, dans son présent. La Gestalt thérapie, c'est vraiment s'intéresser à la personne dans son vécu actuel. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui est bon? Aussi, c'est aussi voir le bon. C'est une psychothérapie où on est en face à face avec le thérapeute et où le thérapeute intervient. Hein, il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre le client et son thérapeute. C'est pas à sens unique. Et l'idée aussi, c'est de créer un lien entre le thérapeute et son client. C'est aussi ce lien qui permet de revisiter des choses et ce lien qui est aussi guérissant. Donc c'est une thérapie, on va dire, plus chaleureuse. Dans ce sens. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour la personne dans son présent, dans sa vie. Et parfois, faire des ponts, bien sûr, avec des événements de l'enfance ou du passé, hein, puisqu'on est le résultat de toute une construction qui s'est faite en partie, et d'une manière très importante dans l'enfance. Donc, on peut aller visiter parfois des événements de l'enfance, des souvenirs, mais pour essayer plutôt d'éclairer le présent, plutôt que de rester vraiment à étudier de fond en comble l'enfance. C'est plutôt, tiens, il y a eu cet événement, comment il va influer aujourd'hui dans ma vie et comment peut-être la difficulté que je rencontre aujourd'hui a un lien avec cet événement du passé qui a pu être douloureux et pas forcément bien digéré. Voilà un peu ce qu'est la Gestalt. Donc ça vous aide aussi à suivre les personnes en tant que naturopathe et en tant que Gestalt psychothérapeute. Ça fait un peu une double combinaison qui leur est bénéfique. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment deux casquettes. Les gens qui viennent me voir pour de la naturopathie, bon, on va essentiellement se consacrer sur leurs problématiques physiques. Mais bien sûr, moi, j'essaie toujours de comprendre s'il n'y a pas eu des événements émotionnellement difficiles qui peuvent faire qu'ils pourraient avoir déclenché une pathologie. Parce que quand même, il y a souvent des liens qui sont faits. Donc voilà, dans la plupart des consultations, ça va s'arrêter à essayer de comprendre s'il y a un lien. S'il y a un lien, bon, parfois, voilà, c'est un lien évident et pas trop problématique. Si cela met à jour une problématique émotionnelle plus compliquée, là, éventuellement, on peut passer à des séances de thérapie Gestalt si la personne est intéressée. Hein, puisque là, on entre dans un autre processus où on est dans des rendez-vous qui seront réguliers, d'une fois par semaine. Donc, c'est vraiment une autre façon de travailler. En naturopathie, ça va être des rendez-vous espacés de 2-3 mois. Voilà, il peut y avoir 3-4 rendez-vous. En thérapie Gestalt, là, on va être sur des rendez-vous hebdomadaires et qui peuvent se poursuivre quelques semaines, quelques mois, voire plus. Donc, on est dans un format différent. Il faut que la personne soit intéressée et une vraie envie, une vraie demande par rapport à ça. Est-ce que vous avez des exercices pour calmer les trop-pleins d'émotions quand on sent que les personnes débordent ?
La respiration. La respiration. Alors, il y a plein de techniques différentes. L'idée, c'est de se poser, voilà, de prendre un temps pour sentir ce qu'il y a là. Sentir ce qu'il y a là. Il y a un trop-plein. Voilà, est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que j'ai envie de crier? Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce que je sens? Et à quel endroit ça bouge dans mon corps? Et puis respirer dedans, respirer calmement, en acceptant ce qui est là. Hein. L'idée, c'est pas forcément de « je me sens en colère, c'est horrible, je condamne, je ne veux pas entendre parler de cette colère », mais de dire « ok, là, je suis en colère, vraiment. C'est ça qui est présent. Donc, ok, je respire dans ma colère. » Accepter, prendre un temps pour écouter ça. Après la respiration, il y a plein de manières de respirer pour se calmer. Des respirations profondes, des respirations avec le ventre, des soupirs, toutes sortes de techniques sont possibles. Moi, j'en ai pas une, j'en ai plein et c'est un peu selon ce qu'a la personne. Ça peut être des respirations très rapides pour évacuer, ça peut être ou pour faire monter même quelque chose qui a besoin de sortir. Ça peut être des respirations lentes et profondes quand il faut juste s'apaiser. Enfin, il y a plein de techniques. Mais en tout cas, la respiration, pour moi, ça reste la technique à la fois la plus simple et la plus incontournable, qui amène à tout, qui amène à la méditation, qui amène à... On peut monter son énergie avec la respiration, on peut la calmer, on peut faire beaucoup de choses avec ce simple instrument qui est notre vie de chaque instant. Apprendre à respirer, donc. Et j'aime bien donc, poser une petite question par rapport aux enfants, parce que c'est toujours un peu à part. Comment est-ce qu'on doit leur parler de la santé, de l'alimentation? Comment ne pas être trop dans le contrôle, ou au contraire trop laxiste? C'est une vaste question et je crois que chaque famille y répond à sa manière. Moi, je serais assez favorable à fonctionner par l'exemple. Donc, simplement en mettant sur sa propre table du dîner ou du petit déjeuner des choses saines. Et l'enfant va être déjà habitué à ça. S'il voit ses parents faire de l'exercice, aller au sport, s'il voit ses parents méditer, pourquoi pas, ou respirer, ou faire du yoga, ou peu importe, ou danser. Voilà, déjà l'enfant, il a une image. Et comme je pense que ce lien émotionnel est vraiment extrêmement important, je dirais que c'est le premier apprentissage qu'il fait, c'est en voyant ses parents et puis en mangeant ce que les parents lui offrent. Donc, si les parents font attention, sans excès, c'est-à-dire que, par exemple, ne pas proposer de soda à son enfant, ça me paraît important, de lui proposer de l'eau au repas, etc. Maintenant, s'il est invité à un anniversaire et qu'il y a du coca, ne pas lui interdire, parce que ça ne devienne pas non plus justement une espèce d'objet qui deviendrait un problème. Il ne faut pas que ça devienne un problème. Donc, il faut amener des bonnes habitudes et pour autant ne pas interdire quand il y a un gâteau ou il y a quelque chose Bien sûr, qui se profile. Donc, en gros, on sort du fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est trop facile. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour rester en santé ? Alors, moi, pour rester en santé, j'essaye de bien manger, de manger équilibré, même si ça m'arrive aussi parfois de faire des écarts, heureusement. De bien manger, d'avoir une activité physique régulière. Je ne fais pas du sport de haut niveau, loin de là, mais d'essayer d'avoir une activité physique. De se faire plaisir. Moi, j'aime danser, donc je me donne des occasions pour danser, parce que ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et je sais que ça participe à mon équilibre global d'énergie, de santé physique, émotionnelle, etc. Moi, ce qui me permet aussi d'être en bonne santé, c'est d'avoir des bonnes relations avec les gens. Je veille à avoir des bonnes relations, d'avoir des amis, d'avoir du lien avec des collègues, avec peu importe. L'idée... Pour moi, ça participe à mon équilibre d'avoir aussi des échanges qui soient riches avec des gens que j'apprécie. Voilà un peu ce que je mets en place pour moi, faire en sorte qu'émotionnellement, ça soit bien par une vie riche, équilibrée physiquement, mais aussi beaucoup moralement, émotionnellement. Je pense que c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup, Karine. Avec plaisir, Cindy. Merci. Bouge ton curcuma.
Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton Curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.